C'est toujours à cause des armes. Toujours. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une Australie sans aucune arme à feu? Les criminels pourront toujours se procurer un pistolet imprimé en 3D. Les lois sur les armes ne peuvent pas rester figées. Billet retour à Port-Arthur. La fusillade qui a tout changé. À voir sur France 24. Comme l'histoire de notre monde est en perpétuel changement, comme le flux d'informations est sans cesse croissant, nous sommes là sur tous les thèmes. Nous vérifions, nous nous engageons sur le terrain en toutes circonstances pour anticiper le futur en comprenant le présent. Nous sommes avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. France 24, un autre regard sur l'actualité. Liberté, égalité, actualité. C'est l'heure du magazine politique sur France 24. Bienvenue à vous. Alors en politique, il y a ceux qui subissent le calendrier et ceux qui tentent de l'imposer en annonçant sa candidature tout en se pourvoyant en cassation. Marine Le Pen refuse d'être une candidate en sursis. Il y a 3 jours, elle a transformé une fragilité judiciaire en démonstration de force. Le risque est grand si la justice confirme sa condamnation. C'est toute sa stratégie qui vacille. Mais en attendant, elle verrouille son camp, coupe court aux spéculations sur sa succession et rappelle une évidence, le Rassemblement national a peut-être un plan B, mais il n'a qu'une seule chef, elle. Son objectif est simple, arriver jusqu'à l'élection avant que la justice n'ait tranché. C'est une course de vitesse entre le droit et la politique, et cette fois, le chronomètre pourrait compter autant que les urnes. Qui aura le dernier mot? On en parle avec Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir Catherine. Bonsoir Evelyne. Tristan Banon, éditorialiste aux Échos et aux Échos Week-end et à Franc-Tireur. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Henri Vernet, éditorialiste à France Info Télé. Bonsoir Henri. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors au lendemain de son annonce, Marine Le Pen est partie en campagne dans la Sarthe, fief de François Fillon, qui avait été éliminé en 2017 au premier tour. Drôle de symbole. On ferme la parenthèse. À son arrivée, la désormais candidate a été accueillie avec des hurrahs, mais aussi avec des concerts de casseroles qui l'ont contrainte à écourter sa visite. On l'écoute. Je trouve qu'il est très condamnable de la part d'un mouvement politique comme LFI de tenter d'empêcher le déroulement du processus démocratique. Si vous voulez, voyez, il y a un moment, chacun doit pouvoir aller voir les électeurs. Et l'objectif d'un parti comme LFI qui cherche à empêcher leurs concurrents d'aller voir les électeurs, en réalité, ils entravent le processus démocratique. Voilà, alors est-ce que tous ces déplacements risquent d'être émaillés de tels incidents tout au long de la campagne? C'est un peu, voilà, le capitaine Haddock avec son fameux sparadrap. Est-ce que c'est tenable? Qui veut répondre, Catherine? Moi, je pense que ça va lui coller au basque. Parce que, je veux dire, c'est quand même très grave ce qui lui est reproché par 2 fois. Et c'est très grave dans la mesure où elle avait fait de la probité son étendard. Son étendard, sa marque main propre, tête haute, je sais pas quoi. Enfin bon, là c'est main sale, tête basse, quoi. Non, franchement. Donc oui, je pense que ça va la marquer et je pense que les concerts de casseroles risquent en effet d'émailler toute sa campagne. Je ne vois pas pourquoi ses opposants lâcheraient sur cette affaire, parce qu'en fait, en effet, elle est condamnée, elle a été déclarée coupable par 2 fois. Mais elle reste présumée innocente avec elle est coupable. En cassation. Non, elle est coupable. Non, le pourvoi en cassation ne la présume pas innocente. Je sais pas, moi j'ai écouté Rémi Hertz ce matin qui disait elle redevient présumée innocente. Au lieu de la justice, c'est-à-dire quand elle va être jugée par la Cour de cassation, on va remettre... Oui. Enfin, on remet sur la forme. Et on juge sur la forme. Oui, mais elle redevient... Écoutez, moi je cite ce que j'ai entendu de la part... Sur le fond, c'est réglé. C'est réglé, elle est coupable. C'est provisoirement réglé, parce que si la cassation casse, on revient au jugement de première instance. Oui, mais le jugement de première instance a déclaré coupable aussi. Oui, mais il y aura de nouveau un jugement mais elle cassera quand? Donc, c'est ça le sujet. Quand? Si c'est en avril. Le problème, c'est que elle poursuit, et puis... la Cour de cassation a annoncé que ce serait avant avril 2027, et ça paraît fort peu probable que ça arrive avant avril 2027. Il lui faut quand même les éléments.
On ne doute pas que les avocats de Marine Le Pen vont faire le nécessaire pour qu'il n'ait pas les éléments en temps et en heure et pour que ça arrive après l'élection présidentielle. Et donc là, on risque de se retrouver dans un cas inédit en imaginant le pire, c'est-à-dire que, en tout cas le pire de mon balcon, c'est que Marine Le Pen soit élue. On se retrouvera dans une situation où on aura une présidente qui bénéficiera donc de l'immunité, qui sera à l'origine d'un pourvoi en cassation, qui cassera un jugement, qui fait qu'elle redeviendra condamnée aux yeux du jugement de premier appel. On ne sait même pas comment ça peut se passer, cette affaire-là. Ah oui. On n'a pas idée, d'ailleurs c'est inédit. C'est une parenthèse pendant 5 ans. Enfin, moi, je trouve formidable d'ailleurs qu'on n'arrive pas à dire en réalité, parce que moi aussi j'ai écouté le procureur Rémi Hetz, et on entend d'autres voix. C'est formidable qu'on n'arrive pas à dire justement est-ce qu'elle est présumée innocente ou pas, parce qu'en effet, il y a des voix discordantes. Alors c'est ce qu'a dit Rémi Hetz, oui, mais elle a été aussitôt contredite par d'autres. Et en effet, il y a cette nuance. Il n'est pas boulanger, hein, il est. Non, je sais bien. Oui, il est procureur. Oui, mais comment dire, il s'est placé sur un terrain un peu technique. Mais au fond, enfin, je veux dire, oui, ce que vous disiez, judiciaire et non pas, parce que le fait est qu'elle a été condamnée 2 fois et que la Cour de cassation s'intéresse elle à la forme. En gros, est-ce que les bases... Bon. Après, la manière, enfin, les fondements sur lesquels elle part, elle se pourvoit en cassation, donc quand elle dit qu'elle est innocente, c'est parce que c'est cette fameuse idée que oui, mais les fonds publics, les fonds européens ne sont pas exactement des fonds publics, etc. Or, il se trouve que cet argument, il a quand même été déjà balayé à 2 reprises, au procès en instance et au procès en appel. Mais bref, je pense que de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'en effet, c'est problématique. Ça en dit long quand même sur notre démocratie, c'est-à-dire on avait eu déjà des candidats qui étaient mis en examen. D'ailleurs, l'allusion, c'est amusant, vous avez raison, la Sarthe, c'est chez François Fillon, lequel François Fillon, il y a 10 ans, enfin il y a 9 ans, a fait lui-même une campagne où il y avait des casseroles, parce qu'une partie de sa campagne, il l'a faite en étant mis en examen. Et d'ailleurs, lui, pour enrichissement personnel, parce qu'on y viendra, j'imagine, mais dans le regard des Français et notamment des électeurs RN, ça fait une différence quand qu'il y a enrichissement personnel ou manœuvre au profit d'un parti, mais il n'en reste pas moins qu'en effet, elle a été condamnée à 2 reprises. On verra bien ce que donne la cassation. Et donc, c'est quand même spécial. C'est la première fois, c'est inédit dans notre régime qu'une situation pareille se produise, qu'une candidate arrive avec un tel bagage, si je puis dire. Après, il faut quand même bien reconnaître que notre démocratie est quand même de type vraiment, latin, c'est pas péjoratif de dire ça, mais on est une nation qui a un rapport très lax avec la justice. Regardez quand même le nombre d'abord de ministres, tout simplement, qui sont mis en examen. Regardez sous le mandat, par exemple, de François Hollande, il y a eu l'affaire Cahuzac, il y a eu beaucoup de choses. Je veux dire qu'il y a une espèce de prise de distance avec le droit, avec la rigueur de ce que devrait être le droit, qui est quand même, en France, assez particulière et qui étonne... Mais là, vous visez qui, en quelque sorte? La justice elle-même ou Non, les Français, l'opinion, les politiques. D'abord, je vise d'abord la classe politique, qui, malgré tout, n'a toujours pas renoncé à se considérer un petit peu au-dessus des justiciables ordinaires et un petit peu au-dessus de la justice elle-même. Ça, c'est vraiment un travers qui a du mal, qui peut-être qui s'atténue, mais qui a vraiment du mal. Écoutez, on a quand même un pays où 2 anciens présidents de la République ont été condamnés par la justice et l'un d'eux a récemment fait de la prison. Enfin, mais moi, c'est ça le tableau, malgré tout. Catherine, vous vouliez dire quelque chose, mais je rebondis juste sur Marine Le Pen qui piétine un peu la justice quand elle dit la justice a tort, je suis innocente après 2 condamnations. Est-ce que c'est pas une façon de piétiner l'institution? Je trouve pas que ce soit une façon de piétiner les institutions, parce que qu'elles se défendent, moi ça me gêne pas particulièrement. En revanche, ce que je pense, c'est que nous avons la responsabilité d'utiliser les bons mots. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas présenter Marine Le Pen comme présumée innocente. Non, elle a été condamnée et elle fait appel en cassation. Oui, mais c'est en droit, c'est devant la justice qu'elle sera jugée comme présumée innocente. Mais nous savons, et nous n'avons pas à être porteurs de son discours de elle est innocente, elle est présumée innocente. Moi, je pense que ça, c'est la responsabilité journalistique qui nous incombe. L'autre chose que je voulais dire, c'était que, en fait, je suis d'accord avec vous qu'il y a un rapport qui se distend sur les exigences en termes de probité et de moralité. Mais enfin, quand même, 60%, d'après un sondage de ce matin, des Français désapprouvent qu'elle se maintienne, qu'elle soit candidate. C'est-à-dire quand même parmi ses électeurs, tout le monde ne trouve pas que ce soit anodin d'avoir été condamné. Oui, mais il y a une majorité de Français la donne gagnante. Oui, mais c'est autre chose, parce que le fait que
à la fin des fins, les Français, ils voteront pour ce qu'il y a sur la table. Pour enfin, je veux dire, quand on veut voter extrême droite, on vote Ça veut dire qu'il n'y a Marine rien Le de Pen. mieux que ça. C'est possible. Mais en tout cas, ce que je veux dire, ça ne veut pas, il ne faut pas faire dire aux Français qu'ils considèrent comme acceptable le fait qu'on piétine le droit. Et j'ajoute que c'est quand même particulièrement sous le mandat d'Emmanuel Macron, les 2 mandats d'Emmanuel Macron, qu'il y a eu de la mansuétude à l'égard des entorses avec le droit. Parce que à Regard, on a une rubrique où on tient à jour nos listes. Il y a plus de 20 ministres qui ont été mis en examen. Et il y en a une dizaine qui ont été condamnés. Sous le mandat de François François Hollande, quand il y a eu Cahuzac, il a quand même été prié de s'en aller, et il y a eu une loi qui a été votée, qui est d'ailleurs à l'origine il y a eu d'autres entorses, on ne va pas faire la comptabilité. On ne fait pas la comptabilité. Si, moi je pense qu'il s'est passé quelque chose récemment, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Du temps de Balladur, en 93, quelqu'un qui est mis en examen s'en va. Jurisprudence, ça n'a pas duré. Voilà, et cette jurisprudence, elle a été cassée par Emmanuel Macron, qui avait quand même prétendu que son mandat, ça serait la République honorable ou respectable. Exemplaire. Christelle, vous vouliez réagir. Ce qui n'est pas le cas, en effet. Non, mais moi j'essaye juste de me mettre 2 minutes à la place des électeurs, où il est vrai qui, quand même, en tout cas à l'heure où on se parle, à date, dans une majorité importante, prévoit de voter pour Marine Le Pen. Ces gens-là, on n'arrête pas de faire des émissions depuis la candidature de Marine Le Pen en disant que c'est anormal, et je pense qu'il faut effectivement continuer à le faire. Ce qu'elle a fait est grave, c'est pas un petit détournement de fonds, on parle quand même de sommes exorbitantes, mais il faut se mettre à leur place. Qui sont les politiques? Qui est le parti qui peut s'enorgueillir de ne pas avoir de condamnation parmi les siens? Sûrement pas LFI avec ses casseroles, où on sait, ne serait-ce que M. Delogu qui est condamné et qui est bien mal placé pour donner des leçons, mais enfin à LFI on peut faire un collier de perles avec le nombre d'élus LFI qui ont été condamnés. Et donc ce qu'on va pouvoir mesurer finalement là, c'est le degré de trumpisation de notre société, à savoir jusqu'où il y a une fatigue démocratique et une défiance envers ceux qui nous dirigent, qui fait que finalement, au bout d'un moment, les Français n'en ont plus rien à faire de ça. Je me demande si finalement on ne fait pas le jeu de Marine Le Pen en ne parlant pas du programme quasi inexistant, en tout cas des listes, et de ce qu'on sait pour l'instant du programme qui ne tient pas beaucoup la route, soyons honnêtes, des projets qui sont par eux posés sur la table, mais dont on se demande comment ils vont bien pouvoir les réaliser, de leur volonté finalement, quand on voit les villes dans lesquelles il y a une direction Rassemblement National, de museler la culture, et ce ne sont pas les seuls. La France Insoumise n'est pas non plus exempte de vouloir faire taire les médias et la culture. Donc je trouve qu'on devrait plutôt aller là-dessus plutôt que de conforter les Français dans l'idée que de toute façon ils sont tous aussi pourris les uns que les autres. Alors sa condamnation en appel, alors est-ce que effacée ou pas par son pourvoi en cassation, risque-t-il de freiner, Henri, sa dynamique de son électorat, celui, on va dire, dans le camp des indécis? Est-ce que ça peut freiner une partie de ceux qui doutaient un peu, qui se disaient bon, on n'a jamais essayé, mais qui peuvent être butés par l'idée qu'elle a été quand même condamnée 2 fois? Oui, mais Roselyne, parce que vous me demandez son électorat. Donc son électorat, alors vous parlez d'un électorat éventuel de second tour. Voilà. Les indécis. Voilà. Les indécis. Oui, mais les indécis ne sont pas sympathisants RN et donc pas électeurs RN. Parce que la question, si c'est sur son électorat, la réponse est clairement non, puisqu'on a vu qu'au contraire, elle a tiré une véritable dynamique, non pas de la condamnation. Il faut quand même, en effet, je reconnais, les gens ont quand même cette demande d'une probité minimale. Oui, ils sont donc plus de 30% dans ces électeurs à ne pas être d'accord avec... absolument, voilà. Mais justement, 30%, c'est pas 15%, c'est pas 10%, c'est pas 0%. Voilà. Donc il y a quand même malgré tout ce souci-là. Néanmoins, et donc c'est pas ça qui lui, c'est pas la condamnation, c'est pas le côté le phénix qui renaît de ses cendres, en tout cas sur un plan judiciaire, qui lui donne cet élan, mais c'est sa détermination, c'est le fait d'y aller. Regardez ne serait-ce que physiquement, la manière dont elle est apparue au journal de TF1, évidemment après dans ses différentes apparitions, y compris à la Flèche, même s'il y a eu ce concert de casseroles qui en effet va évidemment se répéter au long de la campagne. Néanmoins, on voit bien qu'il y a cette dynamique, qu'elle reprend, que fondamentalement, bon, et donc ça, son électorat la suit, et on voit les sondages, elle est passée de 30-32%, c'est-à-dire parfois elle était même pas testée il y a encore quelques mois, et quand elle l'était avec Jordan Bardella, en gros, il l'a devancé lui de 4 à 5 points. Aujourd'hui, elle revient au même niveau que lui, donc on voit bien que son électorat, pour reprendre la formule, est vraiment conquis par cette dynamique-là. En revanche, là vous avez tout à fait raison, alors les indécis, en réalité on parle de ceux qui lui manquent
pour Élargir. atteindre 50%, parce que Ah par oui. définition, au second tour, là, il faut faire plus de 50%, 50 plus une voix. Et donc, là, c'est vrai que cet électorat, c'est-à-dire des déçus des LR, des électeurs colère. zémouristes du premier tour ou knafistes, on verra bien, peu importe, ou de tous les candidats souverainistes qui pourraient apparaître, ceux-là, même les ciotistes peut-être, hein, bien qu'ils soient alliés, lui, en tant que tel, c'est vrai que cet électorat-là, qui est plus bourgeois, pour dire les choses, qui est plus droite classique, qui est susceptible néanmoins de voter Le Pen comme il était susceptible de voter Bardella au deuxième tour, c'est vrai que cet électorat, auprès de lui, l'argument, mais attendez, regardez, elle a été condamnée 2 fois, cette histoire a duré 10 ans, ces détournements, c'est quand même important, etc. C'est vrai que cette part de l'électorat-là peut y être sensible, peut freiner à ce moment-là, mais sauf que tout dépendra de avec qui d'abord, si elle est au deuxième tour. Oui, qui est en face. Qui est en face, face. exactement. Ah oui, c'est exactement. le Et grand voilà. sujet. Alors, je voudrais vous interroger sur votre avis sur la raison qui a fait qu'elle n'a pas jeté le gant et qu'elle prenne ce pari qui est risqué. Hein. Mais bon, on a bien compris qu'elle avait pris au piège la justice. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'ambition? Est-ce que c'est une démonstration d'autorité, tout simplement, ou tout simplement le fait de je ne vais pas m'arrêter là, ça fait 4 ans, ça fera la 4e présidentielle, je veux devenir présidente de la République. D'après vous, qu'est-ce qui la motive fondamentalement? L'accession au pouvoir. Parce qu'il y a un mystère Le Pen quand même. Moi, je pense que ce qui la motive, peut-être son accession au pouvoir d'elle-même, mais je pense l'accession au pouvoir du Rassemblement national. C'est une militante. Marine Le Pen est une militante de la cause qui l'a biberonnée, celle de son papa, dont elle a repris le flambeau et sur lequel elle est foncièrement convaincue. Alors qu'elle aimerait bien être celle qui mène le RN à l'Élysée, certainement, mais je pense que la vraie raison est une raison politique. Et je pense que si ils ont décidé de débrancher Jordan Bardella pour rebrancher Marine Le Pen, ils ont quand même mis 5 heures en discussion tous ensemble, qui vont faire attention de ne pas créer une crise avec Bardella, mais c'est que Bardella était un candidat très fragile. Franchement, nous étions très nombreux à penser que en aucune façon, Bardella ne pouvait être élu président de la République. Un monsieur qui a 30 ans, qui n'a jamais rien fait de sa vie, en dehors d'être apparatchik, qui n'a jamais conduit, qui n'a jamais été élu sur son nom, etc. Il y avait quand même une faiblesse intrinsèque à Bardella. Et par ailleurs, ça c'est le premier point qui est sa personnalité à Bardella, sa faiblesse intrinsèque. Et deuxièmement, il y avait l'orientation que Bardella, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué de croire qu'il allait pouvoir changer l'orientation du RN. C'était elle la patronne et l'orientation du RN, c'est celle qu'elle porte. Et à mon avis, je ne souhaite pas du tout sa victoire, mais je pense que c'est la seule qui ait du sens politique, c'est d'être une orientation en direction du monde populaire. Et c'est pour ça qu'elle a une chance. Parce que le monde populaire en France, c'est plus de la moitié des électeurs. Alors moi, je n'ai pas vraiment la même vision. Je pense que jusqu'à présent, elle n'avait jamais voulu le pouvoir. Et qu'en réalité, elle est portée par 2 choses. D'abord, le sentiment que c'est effectivement son moment, parce qu'elle est portée par un mouvement, parce qu'elle est portée par une dynamique, et que la dynamique, c'est tout son sens, c'est que ça vous porte, et qu'il y a une raison financière aussi. C'est la famille Le Pen vit sur, anciennement, le Front National, désormais le Rassemblement National, depuis des années, que tout ça est lié, ils vivent sur le dos du parti depuis des années, et qu'elle a vu... puisque... Tout à fait. Et que, c'est QFD avec... et qu'il y a quelque chose, et qu'en plus, parlementaires. elle a sans doute le degré de perversité suffisant pour se dire, parce qu'elle n'a pas débranché Jordan Bardella. Jordan Bardella, c'est le duo. Et elle va l'envoyer faire les basses besognes, et elle va récolter le reste. Et je pense que ce fonctionnement-là, jusqu'à la présidentielle, lui convient assez bien. Mais je ne pense pas du tout qu'elle a toujours voulu le pouvoir, et je ne suis pas loin de penser que... Non, je ne dis pas toujours. c'est- Le pouvoir, on le veut quand elle y a pris goût, on va dire. Et puis, il est accessible. Là, il et puis devient elle sent que accessible. ça devient son moment. Ça devient son moment. Marine Le Pen C'est une aujourd'hui n'est militante. pas la même que C'est une Marine Le militante. Pen il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Alors vous avez Non, il y a des choses auxquelles j'adhère dans les dans les 2 expressions. Le mystère Le Pen, je trouve que ça concernait quand même davantage le père, Jean-Marie Le Pen. Lui, c'est vrai on que disait qu'il voulait clairement, pas le pouvoir, il voulait pas Oui, le il voulait pouvoir. pas, ça, Et d'ailleurs, c'est on a sûr. bien Il vu qu'il voulait était pas. pris au dépourvu quand Oui, il s'était quand retrouvé il au second tour et qu'il n'y avait oui. personne. Il n'y avait ni équipe prête à rentrer dans les ministères, ni rien, quoi. Évidemment, ni même programme vraiment construit. Bien sûr. Non,
non, Marine Le Pen, c'est différent. Elle a vraiment bâti tout cela. C'est aussi pour ça qu'elle se maintient. Elle a quand même passé... d'abord, elle a tué le père, ce qui quand même n'est pas évident. Elle l'a sorti du parti. Mais il faut que toujours son père tuer avait quelqu'un fondé. en politique. Pardon, oui, mais justement, mais exactement. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que oui, il faut avoir des cicatrices. C'était Sarkozy, par exemple, qui disait toujours ça pour que les Français s'intéressent à vous, etc. Il faut des cicatrices en politique. Et moi, je me souviens, c'était Jean-Louis Borloo qui m'avait expliqué ça. Il m'avait dit, vous voyez pourquoi certains, ils focalisent davantage que d'autres, parce qu'ils ont ça, ils sont un peu fourbus par les épreuves qui sont pu traverser. Et c'est vrai qu'il y a ça. Et elle les a, bien sûr qu'elle les a, et depuis longtemps. Donc, et les Français sont familiers avec elle. Donc tout ça, ça a joué. Elle n'allait pas renoncer maintenant, alors que sincèrement, je crois que ça fait quand même pas mal de temps que je suis la politique. Je n'ai pas souvenir d'un parti, en plus, qui puisse se permettre le luxe d'avoir 2 candidats, c'est-à-dire un de remplacement et à tel niveau dans les sondages. Alors on est d'accord. Et qui s'entendent, enfin, vue d'avion. Hein. Oui, bon, ça on verra bien. Mais en tout cas, les sondages ne sont que ce qu'ils sont, on est bien d'accord. Néanmoins, à un tel niveau et sur une telle constance, jusque-là en tout cas, c'est quand même exceptionnel. Donc il y a ça, c'est pas maintenant qu'elle allait lâcher le morceau. On a bien vu de toute façon, avant même la décision de justice, quand s'est mis en place l'appareil de campagne, on a vu qu'il était truffé de Le Pen. Et c'est ça l'histoire de ce parti, c'est qu'à la fin, c'est comme l'Allemagne sur les terrains de foot, quoi. C'est l'Allemagne qui gagne. Et ben à la fin, au RN, c'est Le Pen qui gagne, quoi. Et non, mais c'est vrai. Regardez Philippot, regardez. Bon, alors Bardella, je dis pas du tout qu'il aura le sort d'un Philippot. Néanmoins, et donc je reviens à cette dispositif de campagne, il était truffé, encore une fois, de la famille Le Pen. On le voit là. Et ça, c'était avant même la décision. Donc non, il y a cette idée d'y aller. Et dernier mot, moi, sur la différence de ligne, je pense réellement que c'est plutôt calculé, que ça les arrange, parce que Marine Le Pen, pour franchir encore une fois les 10%, elle a fait 40% de mémoire, hein, 40% au second tour en 2017, donc déjà 6 points de plus que deuxième tour de 2017, mais il lui manque toujours 10%. Donc elle a besoin de ce que vous avez appelé tout à l'heure les indécis, c'est-à-dire cet électorat de droite, mais qui n'est pas pour autant RN, elle a besoin de cela, et cela, c'est Bardella, mais bien sûr, et cela, parce qu'elle reste sur sa ligne ni droite ni gauche, sur sa ligne populiste. Je suis totalement d'accord, d'ailleurs, c'est autre chose sur le côté trumpien, hein. C'est maintenant la manière dont elle piétine la justice, comme vous disiez, c'est trumpien. Mais ça marche. Et ça marche pas qu'aux États-Unis, ça marche un peu partout. Mais bref, pour prendre cet électorat-là, elle a besoin d'un Bardella qui, à l'oreille de plus libéral. Regardez, Bardella, il a donné une interview à FAZ7, quoi, le journal allemand des affaires, de l'économie, et c'est là notamment qu'il a reparlé des retraites, etc. Alors, on va en parler. Catherine. Oui, je voulais juste dire une chose. C'est que moi, je pense en effet, elle a besoin de cette... il y a un majeur et un mineur. Le problème, c'était où était le majeur, où était le mineur. Si le majeur, ça devenait nous sommes le parti des affaires, le parti de la droite réunifiée, ça c'est de l'union des droites. De l'union des droites. Ça, elle n'en veut pas, lui. Qui était le message porté par Bardella, ce message-là ne pouvait pas les faire gagner, en dehors des faiblesses du personnage. Donc c'est certain qu'elle va chercher à exploiter, d'une part, sa bonne image du côté de la droite classique, d'autre part, ses réseaux sur TikTok, et puis les plus âgés. Mais bien sûr qu'elle va chercher à exploiter ce qu'il peut lui apporter, mais c'est pas la même politique, et celle qui peut faire gagner, c'est forcément une politique qui s'adresse au monde populaire, une politique qui s'adresse que à la bourgeoisie. Qui rappelle aux Français, et c'est là où on a une défaillance de candidats en face, qui rappelle aux Français le temps où les politiques n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas forcément le cuir épais par rapport au terrain, par rapport aux préoccupations des Français, c'est une politique à l'ancienne, Marine Le Pen, dans la tête de beaucoup. Quand on sort du périphérique parisien, quand ils vous parlent de Marine Le Pen, ils en parlent comme d'une politique comme on faisait avant. Et ça joue pour elle finalement auprès de beaucoup de Français, surtout qu'on sait que le Français qui vote est bien sûr, et qui les comprend, et qui est populaire, et qui sait leurs préoccupations, qui vient les voir, à l'ancienne. Et ça, c'est important, surtout qu'on sait que le votant est souvent un votant âgé. Alors, on va écouter les réactions politiques qui se sont multipliées ces derniers jours. Alors, certains y voient une clarification devant les Français, d'autres une question de morale personnelle qui est bafouée. On écoute Édouard Philippe et Olivier Faure, du premier secrétaire du Parti socialiste. La présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. C'est pas la discussion d'un homme et d'une femme avec la justice. Donc, je suis heureux qu'on engage le débat politique. Et que le Rassemblement national de son côté et tous les autres du leur puissent faire campagne et expliquer ce qu'ils veulent clairement pour les Français, pour la France, sur quelles valeurs ils se fondent,
comment est-ce qu'il propose de régler sérieusement les problèmes. De ce point de vue-là, il faut se réjouir que le combat politique, ou en tout cas le débat politique, parce que je ne mets pas ça sur le terme de combat, puisse avancer. Ouais. Nous sommes dans une situation où c'est un parti qui a été condamné et où le danger que représente l'extrême droite, c'est évidemment, on le comprend, une forme de trumpisation de la vie politique, mais c'est une forme de trumpisation. Elle fait du Trump, Marine Le Pen. Bien sûr. Elle est non pas la copie conforme, mais en tout cas, on voit bien que son modèle est un modèle illibéral, une forme de... on passe par-dessus toutes les règles de la morale élémentaire, par-dessus l'état de droit, alors même qu'elle voulait incarner l'autorité de l'État. Voilà, donc on a deux réactions différentes. Le Trumpisme, on vient d'en parler, donc c'est l'argument d'Olivier Faure. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argument d'Édouard Philippe. Ah oui. Parce qu'il dit en quelque sorte, je vais la combattre à la loyale, tant mieux qu'elle soit éligible. L'empêcher de se présenter n'aurait que repousser le sujet à plus tard, c'est-à-dire soit Jordan Bardella, soit en 2032. Et il n'a pas l'air effrayé, le boxeur. Non, mais il pose Philippe. la bonne question, en revanche. Oui. Il pose la bonne question, Ouais. c'est quelles sont les solutions que propose le Rassemblement national Oui, qui c'est une tiennent la forme de route pour régler les problèmes des Français. On attend tous ça et on ne parle tous. Olivier Faure n'a parlé que de la présentation de quelqu'un qui piétine la justice. Alors d'abord, faut être honnête, elle ne piétine pas la justice puisque la justice lui autorise à faire ce qu'elle fait. Donc elle ne la piétine pas. Soyons honnêtes. Pu avoir effectivement on aurait pu avoir plus de moralité, plus d'exemplarité, mais ça lui appartient. Et c'est le sens de la décision de la Cour. Absolument. C'est de dire, vous êtes coupable, contrairement à ce que dit Jordan Bardella, mais on vous partiellement empêche pas innocent, là, vous êtes coupable, vous êtes lourdement sanctionné, mais on maintient la liberté des électeurs et on vous laisse le choix. Et débrouillez-vous avec ça. Et elle n'a pas choisi d'être exemplaire, elle n'a pas choisi une forme de moralité qui aurait pu l'honorer, elle a choisi d'y aller. Mais maintenant qu'elle y aille vraiment, à ce moment-là, qu'elle nous parle de comment elle va résoudre les problèmes des Français et qu'on la combatte là-dessus. On va commencer à en parler. Si elle est élue, prenons d'abord cette hypothèse, parce qu'elle est haut dans les sondages, et vous le disiez, dans l'IFOP, elle est donnée gagnante dans tous les cas de figure. Est-ce qu'elle prendrait exemple... C'est serré avec Édouard Philippe, quand même. Oui, c'est serré, mais elle est quand même donnée gagnante. Vous le disiez, ça se joue à 50, plus un point. Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle prendrait exemple, après on écoutera Catherine, prendrait exemple sur Giorgia Meloni, qui, elle, a fait un compromis avec Bruxelles, qui s'est recentrée en quelque sorte. Est-ce que ce serait son modèle, les deux blondes, sans faire du racisme anti-blonde, du sexisme, sexisme. Voilà, est-ce qu'elle prendrait exemple sur elle? Alors moi je crois pas vraiment. Alors déjà il faut quand même, parce que c'est vrai que souvent on cite ça, la manière dont Mélanie s'est non seulement accommodée de Bruxelles, mais en plus elle y a acquis un vrai poids et à un moment elle en a été un personnage. Mais il y a déjà une chose quand même, c'est que quand Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, c'était le moment, rappelez-vous, du grand plan post-Covid. Et l'Italie fut affectée 240 milliards d'euros. Et donc bien évidemment, c'était sous Draghi, mais peu importe. Et donc quand vous avez à gérer 240 milliards d'euros avec Bruxelles, vous êtes plutôt sympa avec Bruxelles. Parce que, en gros, vous n'allez pas mordre la main, etc., etc. Donc, il y a ça aussi. Par ailleurs, c'est vrai que Giorgia Meloni, elle a quand même de vraies différences avec Marine Le Pen. C'est que, déjà, par exemple, elle est totalement anti-russe. Elle est pro-Ukraine, etc. Oui, mais ce qui est toujours pas c'est pas très clair, la situation de Marine Le Pen. Alors que Bardella, oui. Mais Marine Le Pen vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de ça, c'est moins évident. Et par ailleurs, le discours, quand même, vis-à-vis de l'Europe, du RN, reste assez dur. Alors, certes, il n'est plus question de sortir de l'Europe, de l'UE, ni même de l'euro. On a bien compris, tout le monde a compris, justement d'ailleurs au moment de la pandémie de Covid, que l'euro finalement c'était quand même bien utile. Voilà. Donc là, il n'en est plus trop question. Néanmoins, il y a quand même, regardez la manière dont le RN et Marine Le Pen répètent que la primauté reviendra toujours au droit français sur le droit européen, la manière dont on affirmera certaines politiques, dont on récupérera l'argent un peu à la Thatcher des années 80, toutes ces choses-là fait que forcément, si Marine Le Pen, le RN de toute façon arrive au pouvoir, ce sera conflictuel avec Bruxelles. Et d'ailleurs, moi justement, j'ai eu un contact hier suite à ça avec des gens de l'UE et ils ont une vraie trouille de l'arrivée au pouvoir. Non, du RN bien sûr, mais plus
de Marine Le Pen que de Jordan Bardella, qui lui avait un profil beaucoup plus méloniesque, si je puis dire. Oui. Alors sur le programme économique, on se souvient que Jean-Marie Le Pen, son père, l'économie était secondaire, car son obsession était la France aux Français. Mais Marine Le Pen, elle a un programme social, on va dire assez à gauche, même si ça vous fait un peu peut-être bondir. Non, mais enfin bon, pardon, mais voilà, c'est plutôt à gauche sur le social. Elle s'adresse au pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, populiste. défense des services publics. Bardella, lui, cherchait à rassurer les milieux économiques, le CAC 40, etc. Va-t-il s'y employer et est-ce qu'elle peut se convertir à une sorte de libéralisme ou en tout cas de réalisme en tout cas? Je ne sais pas si c'est du réalisme, je ne sais pas. Non, mais enfin, par exemple, la retraite à 60 ans. Moi, je pense tout le monde a compris, et même Bardella qui voulait se sauver du mensonge et qui a commencé à dire. Le mensonge, c'est vous qui le dites. Non, mais enfin bon, quand je dis du mensonge, c'est qu'on. Non, mais il n'y a pas de monde dans lequel le monde populaire, les gens du monde populaire qui souffrent au travail, on peut venir les voir en leur disant c'est super, on va travailler jusqu'à 64-67 ans. Ça n'existe pas. Mais comment on tient alors changer la vision qu'on a du travail, quoi souffrir au travail. Il y a des métiers pénibles. Alors je vais vous dire, madame, c'est que dans le monde populaire, je voudrais que vous me racontiez quels sont les métiers. J'y vais souvent. J'y vais souvent. Vous ne connaissez pas ma vie, je vous promets que j'y vais souvent. Je ne vous parle pas de connaître, d'aller voir. Non, je ne parle pas d'aller voir non plus. Donnez-moi des métiers dans lesquels les horaires sont possibles, les charges de physique sont possibles. Justement, il faut adapter à la pénibilité, mais on ne peut pas dire que le travail est une souffrance. J'ai pas dit la souffrance. J'ai pas dit ça. Vous parlez de quelle souffrance, par exemple? Moi, je dis toutes les souffrances du monde populaire. La souffrance du monde du travail. Pardon, je suis architecte, donc moi, je peux vous parler en tout cas très très bien d'un métier et qui concerne quand même beaucoup le monde populaire, c'est les chantiers. Si vous me dites que sur les chantiers, les gens peuvent travailler jusqu'à 64-67 ans, non, mais ça, je vous dis non. Je vous dis non. Je n'ai absolument pas dit ça. Ma vie, c'est celle-là. Ma deuxième vie, c'est que j'ai un papa en EHPAD. Si vous me dites que les gens qui sont dans les EHPAD... absolument pas. On est tous d'accord là-dessus. On est beaucoup, en tout cas, à être d'accord là-dessus. Donc, si on est tous d'accord, c'est que les métiers qui sont exercés par le monde populaire ne sont pas des métiers tenables au-delà de 62 ans. On va laisser répondre Tristan. D'abord, le monde populaire, comme vous l'appelez, il faudrait savoir qui c'est, mais enfin, le monde populaire n'exerce pas tous les mêmes métiers. Tout à fait. C'est pour ça que je parle de choses différentes. La question, c'est la pénibilité de certains métiers qu'il va falloir évidemment adapter à l'âge de départ en retraite. Mais je pense que dire que le travail, donner cette idée que le travail est une souffrance, c'est peut-être... c'est un peu ce que vous avez... Moi, je ne souffre pas de mon travail. Je suis architecte. Il y a beaucoup de gens qui ne souffrent pas de leur travail. Architectes et journalistes, on ne souffre pas. Professeurs, on commence à souffrir. Des professeurs jusqu'à 67 ans, je voudrais que vous me montriez des profs qui sont... Mais le problème, c'est peut-être surtout la façon dont sont traités les professeurs, combien ils gagnent, dans quelles conditions ils travaillent, plutôt que le fait d'être professeur tard. C'est un débat qui peut nous emmener très loin et qui est difficile à... Vous allez trancher. Je regarderai bien de trancher, parce qu'en plus, on est parti sur le monde du travail, ce qui est intéressant, ce qui est une vraie question. Oui, attention d'ailleurs, parce qu'il y a des nuances justement dans ce que disent sur les retraites, d'ailleurs Bardella et Marine Le Pen. Mais pour l'instant, je crois qu'on est encore à 62 ans. L'idée des 60 ans, ça fait longtemps, exactement, ça fait longtemps qu'ils l'ont abandonné. Mais regardez la réalité aujourd'hui, avec la suspension de la dernière réforme, de la réforme Borne, de toute façon, on est toujours à 62,9 années. Donc on est de toute façon très loin des partenaires. Mais regardez ce qui se passe en Europe et voilà, dans le reste du monde. Moi, je veux bien qu'on soit une exception, qu'on soit une île bénie et qu'on ait une rente pétrolière exceptionnelle. Enfin bon, bref, arrêtons. Mais de toute façon, c'est un vrai débat et c'est un débat qu'il faut avoir. Je voudrais juste dire une chose sur votre question sur le côté économique, etc. En réalité, le RN, mais comme tout mouvement populiste, quand je dis populiste, c'est pas péjoratif. Voilà. Néanmoins, il y a une grande quand même plasticité dans l'adaptabilité des programmes, dans les variations. On l'a vu par exemple, regardez, la discussion interminable budgétaire qu'il y a eu à l'automne dernier, avec des propositions qui fusaient dans tous les sens. Si vous avez suivi le vote du RN, des élus RN sur les différents hommes, par exemple sur la taxe Zuckman, sur d'autres objets, ils l'ont refusé. Alors que, a priori, un mouvement vraiment populaire, on aurait pu dire oui. Et sur différents sujets, un coup, ils étaient plutôt dans le camp
des conservateurs, et sur d'autres dans le camp populaire, tout ce qu'on voudra, gauche redistributrice. Donc ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est difficile de se faire une idée précise aujourd'hui de ce que pourrait être à la fois un programme, parce qu'il est à bâtir. Et alors, vous avez raison de souligner que pour l'instant, on parle que de la déclaration de nature, de la dynamique, et pas encore des programmes. Mais le fait est qu'il n'est pas dessiné encore, hein, tout simplement. Ce qui est d'ailleurs le cas d'à peu près tous les candidats. Je voudrais juste remarquer une chose quand même, c'est que justement, Édouard Philippe, c'est pas hasard si ça fait quand même un certain temps qu'il se place justement beaucoup sur le côté régalien. Alors, j'aime pas le mot régalien, c'est un peu le truc de journaliste, c'est-à-dire les grands sujets comme la sécurité, la défense, tous ces sujets-là. Et par exemple, on a beaucoup reproché à Édouard Philippe de tarder à se dévoiler, à sortir ces trucs. Il y a une chose sur laquelle il est vite sorti du bois, si j'ose dire, c'est quand il a fait une interview dans Le Parisien au moment où il y a eu l'affaire Liana et où il y avait beaucoup de réactions sur ce terrain de OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on adapte la justice, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle prévention, comment faire tout cela. Donc ça, c'est un sujet qui préoccupe éminemment les Français et qui est une vraie urgence et un vrai thème de débat qu'il faut avoir pour la présidentielle. Eh bien, il a fait ses propositions là-dessus. Il se place, et bon, auparavant, il avait fait également, rappelez-vous, sur l'immigration algérienne, les accords de 68. Bref, il tient compte justement de la manière dont il pourra avancer avec un programme qui sera quand même plus à droite que centre-droite, que centriste en tout cas. Moi j'ai retenu aussi l'intervention d'Édouard Philippe, qui va donc être un des principaux opposants de Marine Le Pen, on peut penser. Il sera c'est pas ce qu'il semble dire en tout cas. Oui, lui il veut se positionner comme ça. Marine Le Pen, elle a choisi Jean-Luc Mélenchon comme opposant. Et vice-versa. Et vice-versa, bien sûr. Mais qu'à gauche on s'oppose à Marine Le Pen, ça paraît normal. Elle a décidé que ce qu'elle voulait, c'était faire le match avec Mélenchon et écarter Édouard Philippe du sujet. Parce qu'elle sait que ça peut lui être plus bénéfique. Probablement que c'est plus difficile de battre Édouard Philippe. Par ailleurs, moi, j'ai quand même de très gros doutes sur les capacités d'entraînement d'Édouard Philippe, puisque son discours qu'il a tenu ce week-end était quand même très business as usual. Il n'y avait pas beaucoup d'idées nouvelles. Et c'était très la droite classique, comme vous venez de le dire, avec les idées que la droite a sorties depuis 10 ans ou 15 ans. Il a repris le super slogan de Valérie Pécresse, de l'ordre dans les comptes et de l'ordre dans la rue. Ça n'a pas super marché, je crois. Il devrait peut-être recalibrer le truc. Et quand il dit je vais faire mon mandat sera écologique ou ne sera pas, il ne donne pas le début d'une idée de comment il va le financer. C'est-à-dire que tout à l'heure, on vient de s'affronter toutes les deux sur la question de la retraite. Mais moi, ce que je pense, c'est que le nombre de sujets sur lesquels il va falloir parler argent, et il va falloir parler argent. C'était le sens de ma question sur Absolument. Les retraites, Catherine. Et c'est pour ça que moi, ce que je dis... Si, je peux vous répondre. Ce que je veux vous dire, c'est que l'ensemble des problèmes... Et vous m'avez parlé pénibilité, là où vous avez raison. Non, mais il y a gros sous aussi. Eh bien, justement, gros sous, si on commence à annoncer les gros sous pour le climat, les gros sous pour la retraite, les gros sous pour les services publics, dont l'école et l'hôpital, les gros sous pour la défense, les gros sous pour la transition environnementale aussi. Oui, je vais commencer par le climat. Ça fait beaucoup de gros sous. Ça veut dire que tous ceux qui pensent qu'on va pouvoir faire tout ça en restant dans le même logiciel économique, la même façon d'envisager la société, je pense qu'ils se trompent ou qu'ils nous mentent. Donc, il y a bien la question de proposer une autre logique est absolument essentiel. Et ce serait quelle? Mais ce serait quelle logique? Moi, je vous l'ai déjà dit. Je crois que d'ailleurs, on était ensemble à ce moment-là. Je vous ai déjà dit que moi, je pense que la seule logique qui est possible, c'est de parier, de mettre l'argent sur le développement humain. C'est la seule. Oui, c'est-à-dire le développement humain, ça veut dire concrètement, ça veut dire qu'on met l'argent sur l'école, l'argent sur la formation, l'argent sur les. On trouve l'argent. C'est ça ma question. L'argent, d'abord, il y a 9200 milliards. Il y a plein de choses qui sont en train de sortir. Il y a 9200 milliards qui va passer d'une main à une génération après, en 20 ans. Il y a beaucoup de propositions. Alors, les héritages. L'héritage, il y a 9200 milliards qui appartiennent en France. Donc, vous supprimez l'héritage? Non, je ne viens pas de dire ça. C'est une vraie question. Et laissez-moi terminer ma phrase. Donc, il y a 9200 milliards qui sont de la propriété privée et qui vont passer d'une main à une autre main. Moi, comme architecte et urbaniste, j'ai estimé à peu près que si on prend tout l'un dans l'autre, il faut à peu près 3 000 milliards pour payer la transition écologique de nos bâtiments et de nos équipements, de nos infrastructures et de nos villes. C'est énorme. Et l'hôpital dont vous parliez. Oui, bien sûr. Alors, non, je n'ai pas parlé de l'hôpital et des retraites. Je parle de ça. Je dis qu'il faut mettre 3 000 milliards en 10-15 ans pour faire l'adaptation. Vous les prenez Eh bien, moi, ce que je pense, par exemple, une des propositions qui sort, c'est que
les gens qui ont cette fortune puissent, par exemple, par anticipation, payer les droits de succession avec un avantage fiscal qui permette de donner de l'argent à l'État pour pouvoir faire ces investissements nécessaires. 9 200 milliards, c'est 3 fois ce dont on a besoin pour faire les investissements. C'est que les Français sont majoritairement contre le fait qu'on touche. Attendez, moi je ne suis pas. Je viens de dire les droits de succession. Or, les Français ont très peu. La majorité des Français ne payent pas de droits de succession parce que leur héritage est en dessous des 100 000 euros. Si ce sera dans le débat. Donc je veux dire qu'il y a de l'argent. En France, il y a de l'argent. Voilà ce que je veux dire. Henri, il reste pas longtemps. Non, mais la clé, parce que là, on rentre dans cette campagne présidentielle. Et donc, c'est vraiment le moment d'avoir des vrais débats. On voit à quel point l'urgence climatique, en effet, ça va coûter un mur d'investissement, comme disait la ministre Monique Barbu, la justice, l'éducation. Donc, il est temps de faire des choix. Parce que sur ces différents problèmes, on a bien vu manque d'adaptation sur le réchauffement climatique, problème de la justice, etc. Surtout la défense. La défense, aujourd'hui, qui pompe des dizaines de milliards, beaucoup plus qu'auparavant. Sur tout, il faut faire des choix. Ça veut dire qu'il faut arrêter les politiques court-termistes, ce qui est quand même le cas en France depuis désormais 20 ou 30 ans. Il n'y a plus vraiment de choix politiques. C'est ce que dit un peu Catherine. Oui, non, mais en cela, je rejoins. Je ne dis pas Dieu, je ne sais pas, moi, si sa solution sur l'héritage est une... pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut mettre cette question, il faut mettre tous ces thèmes-là sur la table, que ce soit vraiment, et qu'on soit vraiment sur des choix. Il faut faire des choix. C'est vrai que l'État-providence, c'est terminé, il ne peut pas tout financer. Donc, si vous mettez de l'argent vraiment sur la transition, sur la justice, sur la défense, parce que maintenant, on se rend compte quand même que c'est un vrai besoin, bref, ça veut dire que d'autres dépenses ne seront plus possibles. Voilà, ça c'est... Comme par exemple la retraite. Il va falloir repousser. Précisément, c'est ce choix-là que les libéraux sont en train de mettre en avant, c'est de dire, puisqu'on va faire la défense et la transition, on va prendre sur les retraites. Je suis absolument opposée à cette proposition. Merci beaucoup, merci à tous. Et merci à Flore Simon, merci à toute l'équipe technique, merci à vous tous. Et je vous souhaite de bonnes vacances, puisqu'on se retrouve à la rentrée. Super. Avec plaisir. À très vite. Et puis vous pouvez vous présenter, Catherine, à la présidentielle. Il y a déjà beaucoup de candidats. Oui, mais il manque des femmes. Il manque des femmes. C'est vrai. Marine Le Pen va être une des seules. Voilà. Franchement, ça marche. Les Marine Tondelier aussi. Merci.